Bienvenue dans Tech Café, 2 fois par semaine, on passe en revue toute l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. Nous sommes le 24 mars 2026 et c'est l'épisode du vendredi, l'épisode 480. Si vous découvrez Tech Café, abonnez-vous immédiatement, que ce soit sur YouTube ou en podcast. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je ne suis pas seul évidemment, il est à la tech ce que le redémarrage est aux solutions miracles. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va, effectivement, c'est une solution miracle, tout à fait. Universelle, un peu bourrine, peut-être, Non, mais non. c'est universel. Quand Moi même. je débranche carrément, Ça marche j'arrache toujours. la prise. Ah oui, quand même. Ah oui, ça va plus loin quand même. D'accord, ok. Bah oui, remarque, quand t'as Windows 11 qui s'est mis à jour et que tu peux plus l'éteindre, tu fais quoi hein ? Tu débranches, t'as pas le choix. Ou tu coupes l'alimentation derrière. Bref, allez, si vous êtes abonné sur Patreon, vous êtes peut-être en train d'écouter cet épisode avant tout le monde. Merci évidemment de soutenir Tech Café. Merci infiniment à Wimo, wimo.com, wymmo.com, le portail et diffusion d'annonces immobilières gratuits et rapides. Et Duke Analytics, votre département data IA. Il reste 3 places de mécènes disponibles sur patreon.com/techcafé, des mécènes qui sont cités dans tous les épisodes. Merci infiniment aussi à Neber, Fabrice Neumann, Johan Rodriguez et Damien Roux qui ont accepté de s'abonner sur patreon.com/Tech Café. On est ravis d'échanger aussi entre nous et avec vous, ou plutôt avec vous et entre nous. Bref, je sais plus comment je dis, mais sur Discord en tout cas, techcafé.fr/Discord, il y a un lien qui vous redirige vers l'invitation universelle pour aller sur le serveur Discord. Et je vous rappelle qu'il y a les sessions Tech Café Play. On n'est pas très nombreux, c'est un petit groupe là qui est en train de se mettre en place le vendredi soir, entre 4 et 8 personnes. On avait fait du Among Us, on a fait du Gartic Phone et honnêtement, je vous mets au défi de passer, même vous pouvez passer qu'une heure, une demi-heure, vous faites une petite partie de Gartic Phone avec nous ou d'un autre jeu qu'on fait. Je suis absolument convaincu que, comme nous, vous aurez des barres de rire. Allez jeter un coup d'œil à ce qui a été partagé dans les forums sur Discord à ce sujet. C'est toujours des bons moments. C'est pas streamé, c'est juste entre nous. Allez regarder. Sans autre forme de procès dans cet épisode, c'est la rubrique consacrée dans l'épisode du vendredi de Tech Café. On s'en lasse pas. Je sais même que vous l'attendez parfois avec impatience, plus que Guillaume Poggiaspala. Vous attendez ce sujet plus encore que vous n'attendez Guillaume Poggiaspala. C'est la revue des IA la plus complète du web. Oh, non, ah, mais ne te dévalorise pas comme ça, tu es une star malgré toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et donc c'est la sélection des modèles d'IA de la semaine que tu nous fais cette semaine. On est plus que jamais dans la génération de monde et de vidéos, c'est ça ? Oui, on part comme toutes les semaines sur un tunnel de news avec des nouveaux modèles pour un petit peu tout. Et on va commencer avec des modèles de monde, qui sont très à la mode. On peut parler de Stereo World, comme son nom l'indique plutôt bien. Son truc, c'est de faire des mondes visualisés en stéréoscopie, c'est-à-dire en 3D. L'idée générale, c'est de prendre en compte les grands mouvements de caméra aussi et d'être capable de bouger beaucoup plus au sein d'un monde simulé, qui serait rendu donc en vision binoculaire, ce qui complique bien sûr la tâche. Donc le but, c'est de fabriquer des mondes visitables en VR aussi, où on pourrait se balader beaucoup plus librement. Les vidéos de démo sont assez dynamiques, c'est vrai, avec des cartes de profondeur qui sont très précises, et on imagine aussi que ça serait très utile en robotique, tout ça. Et puisqu'on parle justement de cartes de profondeur, comme ça, on peut aussi parler de DVD. Et là, je parle pas de vidéos rétro, mais de nouveaux modèles qui estiment la profondeur dans une image. Ça existe déjà, d'ailleurs vous pouvez l'avoir vous-même utilisé dans ComfyUI par exemple, pour conditionner la génération d'images, ça s'utilisait beaucoup, ça s'utilise toujours beaucoup. On peut par exemple penser au modèle Midas, et tout ce qui touche devient gris, pour le coup, mais plus ou moins gris, ça veut dire que ça vous indique à peu près à quelle distance se trouvent les objets dans l'image, quoi. Donc c'est une carte de profondeur, et c'est très approximatif. Si vous avez utilisé, c'est vraiment, si vous avez une route avec une voiture et une montagne, bon effectivement, il va être capable de dire que t'as la voiture devant, la route et la montagne, ça c'est vrai, mais pour les petits détails, faut pas espérer grand-chose, quoi. Et c'est justement là qu'intervient le DVD. Alors DVD, ça veut dire Deterministic Video Depth, c'est sous-entendu estimation, Deterministic Video Depth Estimation. C'est un nouvel algorithme qui est capable de fonctionner en vidéo et de précisément dire à quelle distance se trouvent les pixels, quoi, et de tous les objets. Il est beaucoup plus fiable et détaillé que les précédents. La différence est vraiment saisissante, quoi. Donc ça veut dire a priori que n'importe quelle image ou vidéo en 2D peut être passée en 3D en quelque sorte avec une fiabilité vraiment jamais vue. Et puisqu'on parle de détails fins, on peut passer par Lost, puisqu'on parle des DVD, on peut se faire un petit épisode de Lost. Série qui date de 2004, tu sais, ça ne nous rajeunit pas non plus. Mais alors ça, je m'étais rendu compte qu'on avait pris cher parce que j'ai voulu le faire regarder à mon fils qui a vu le premier épisode et
En vrai, même moi, je trouvais ça a mal vieilli Ah ouais quand même. Mais bon, non, c'était C'est vrai. vachement bien. Ah ouais, mais dans le traitement de l'image et tout. C'est Non, marrant, bon, tiens. bref, ça a vieilli. Ouais. Qu'est-ce que c'était bien. Bon, pas la fin, mais j'adorais. Ouais, Bref. ouais. Lost. Bah, en tout cas, Lost, bon là évidemment c'est un acronyme, hein, encore une fois, ça veut dire quelque chose, ça veut dire Level of Semantic Tokenization. Alors tout de suite c'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas tokenisation Non, sémantique, oui, n'est-ce tout de pas suite, c'est beaucoup plus clair. C'est une recherche Oui. cofinancée par Adobe, hein, donc et le University College de Londres, et elle se concentre sur la génération d'objets 3D. C'est pas nouveau, la génération d'objets 3D, c'est vrai, et ça a un petit peu les mêmes problématiques que toutes les autres générations, à savoir la tokenisation, c'est-à-dire l'encodage de la forme. C'est-à-dire on a une forme en 3D, évidemment, mais comment on la décrit ? Il y a plein de possibilités, hein. La plus simple d'ailleurs, c'est de décrire les sommets des polygones, c'est qui forment les objets. Donc tu fabriques les objets un sommet après l'autre, comme tu fabriques les polygones, un polygone après l'autre aussi, et voilà, ça fait au final ça fait un objet. On peut aussi imaginer une IA qui génère, disons, parce que ça c'est pas forcément naturel en fait, hein. Vous imaginez bien que voilà, vous faites les trucs, les sommets les uns après les autres, mais ça donne pas une vision globale de l'objet finalement, ça. Et donc ça peut être un petit peu difficile pour une IA de savoir, elle veut faire un pingouin, bon bah ok d'accord, elle commence par une patte de pingouin, puis c'est difficile, tu vois, d'imaginer le pingouin complet, quoi. Donc c'est pas forcément naturel, et puis il y a d'autres manières qui peuvent être plus logiques de décrire les formes, parce que ça permet de voir, disons, d'avoir un raffinement successif, d'avoir, disons, une forme qui se raffine petit à petit. Et pour ça, le plus naturel, c'est les octrees. Les octrees, en gros, c'est ça, vous parlez d'un cube. Le cube est découpé en cubes plus petits, et puis eux-mêmes, ils sont découpés en subdivisés en cubes plus petits, etc. Et donc, on a des niveaux d'échelle comme ça. Et à chaque fois, si vous voulez décrire un objet, vous gardez les cubes qui appartiennent à l'objet, ça vous donne une représentation multi-échelle de l'objet, quelque part. C'est malin, et ça ressemble un petit peu à la nouvelle technique d'Adobe, mais l'idée va plus loin que ça, vraiment beaucoup plus loin que ça. C'est que ces tokens, en fait, ces unités de description, ces jetons, ce qui sont en fait des unités de description de la forme, hein, elles sont elles-mêmes des objets abstraits. Donc c'est vraiment très particulier. Les tokens eux-mêmes ressemblent plus à des plongements, c'est-à-dire des embeddings dans le cadre des LLM, dans le cadre des modèles de langage. Donc ce sont des choses qui sont apprises. C'est pas des choses que nous on définit directement à la main, hein, c'est des choses qui se constituent elles-mêmes par machine learning. C'est-à-dire qu'il y a un autre modèle, une autre IA, qui apprend les représentations des formes, comme ça. Comme elle pouvait apprendre les représentations des mots dans un espace mathématique abstrait, où les concepts peuvent se combiner, en fait, où les mots peuvent se combiner les uns avec les autres. C'est parce que les vecteurs, en fait, peuvent se combiner les uns avec les autres, et donc tu peux combiner comme ça les sens. Il faut imaginer que ce soit la même chose, mais avec des formes en 3 dimensions. Donc c'est un concept sémantique, un token sémantique. Ça représente déjà une forme, en fait. Ça peut être une forme qui est assez vague et manquée de détails, mais qui a une unité sémantique. Donc, et puis après, on peut rajouter d'autres formes, d'autres unités sémantiques comme ça, pour raffiner cette forme, pour la préciser. Alors, il y a l'exemple avec le pingouin, voilà. C'est un exemple qui est intéressant, qui est donné dans l'article. J'en profite, Guillaume, excuse-moi, mais comme on est parfois sur des trucs visuels et que maintenant on a de la vidéo, si vous avez besoin de voir, on est sur YouTube, vous pouvez regarder. Et il y a aussi au passage sur Spotify, selon la période à laquelle est sorti l'épisode, vous pouvez aussi basculer sur la vidéo en temps réel et regarder ce que ça donne. Parce qu'effectivement, là, ce que tu dis, quand on a le truc sous les yeux, je trouve que c'est beaucoup plus parlant, quoi. En fait, voilà, donc vous voulez représenter un pingouin avec son petit. Donc on commence par un token, un seul token, et ce token, en fait, il a déjà la forme générale, vaguement. Il a l'idée du pingouin. En fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un animal avec les membres supérieurs très longs, des petites pattes et une tête avec un bec très long. Et ça pourrait être l'ébauche d'un pingouin ou d'un manchot. Ou peut-être d'un animal, quoi, là, un petit peu comme ça, quoi, disons, apparenté zoologiquement, je connais pas trop la zoologie des animaux, c'est pas mon truc. On va beaucoup parler d'animaux dans cet épisode, je vous préviens. Et donc, avec 4 tokens, vous arrivez à avoir une représentation sémantique plus précise, qui ressemble cette fois nettement plus à un pingouin, quoi. Et vous avez des petites pattes bien palmées, le bec est beaucoup plus court, c'est plus précis, et les membres supérieurs sont vraiment typiques, voilà, des ailes d'un pingouin, quoi. Par contre, on n'a aucune trace du petit devant. Et avec 64 tokens, on voit clairement la silhouette du petit pingouin qui se formait devant. Et celle de son papa, elle est stable, en fait, elle change très peu. Même avec beaucoup plus de tokens, elle change très peu. Et avec 512 tokens, on a le papa et son fiston qui sont parfaitement modélisés.
Et c'est quand même assez original parce que c'est pas juste un niveau de détail. C'est là qu'on voit que c'est pas juste un niveau de détail qu'on raffine, comme on rencontrerait aussi dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, on fait ça. Il y a des niveaux de détail pour tous les objets. Selon la distance à laquelle vous le voyez, c'est pas le même objet qui est affiché. Évidemment, c'est des objets qui sont beaucoup plus simples quand c'est des objets qui sont loin de vous. Ça ressemble à ça, mais c'est vraiment pas exactement ça parce que là, quand on rajoute des tokens, c'est pas forcément des structures plus petites qu'on raffine. Parfois, on rajoute des nouvelles structures parce qu'on rajoute des idées. On rajoute sémantiquement, on rajoute des concepts. On rajoute le concept de petit pingouin devant le gros pingouin. Et donc, ça peut être des structures nouvelles qui sont... les structures peuvent être... Des grandes structures peuvent être complètement stabilisées, puis tu rajoutes des structures nouvelles. Donc, c'est une recherche assez originale qui ouvre de nouvelles perspectives pour la compression d'objets 3D, en fait, parce que c'est une manière aussi de comprimer, de représenter, donc de comprimer les objets qui est totalement différente. Et donc, évidemment, c'est aussi un grand potentiel pour la génération, parce que de toute façon, les deux concepts sont jamais très loin, en fait. Compression et génération, c'est jamais très loin. Comme concept, conceptuellement, c'est très apparenté. Donc on va conclure cette section avec... Enfin, à moins que tu aies une question sur quoi que ce soit, bien sûr. Oui, est-ce qu'on pourrait imaginer un potentiel d'utilisation de ces technos-là dans les jeux vidéo? Parce que finalement, dans les jeux vidéo, on sait que ça coûte de la ressource de calcul que de générer tous les détails des 3D. Et donc, du coup, on pourrait imaginer qu'on utilise ça pour générer les objets qui sont plus loin. Ça créerait peut-être des artefacts visuels, remarque. Alors, c'est pas impossible qu'on puisse utiliser ça, parce qu'en fait, les niveaux de détail des objets 3D, ils peuvent être faits, ou en tout cas raffinés à la main dans un jeu vidéo, alors que là, effectivement, si tu as une représentation comme ça, multisémantique, si tu veux, d'un objet, effectivement, tu pourrais tout à fait imaginer de représenter des objets lointains avec un token, puis des objets qui sont très proches avec 512 tokens. Ça pourrait, je pense que ça pourrait être utile, effectivement. Après, évidemment, il faudrait intégrer les modèles dans les moteurs, etc., forcément, mais... bien sûr. Ça peut être une piste de réflexion, en tout cas. Alors, on continue, en tout cas, avec les modèles Oui, on va conclure cette section avec 2 modèles de génération vidéo. Alors, il y en a un qui est orienté clairement vers le placement de produits. C'est marrant, c'est vraiment ça, ni plus ni moins. Ça s'appelle 3D... Enfin, ça s'appelle 3Dream Booth. 3D, mais avec le Dream, quoi, Booth. Donc, c'est un modèle... Parfois, je mets la traduction automatique, ça met cabine de RAM 3D. Rien à voir. Voilà, absolument rien à voir. Oui, Booth, comme cabine, mais bon, bref. Ouais. En gros, c'est un modèle de génération vidéo coréen, et quand je dis que c'est pour faire du placement de produits, c'est que c'est vraiment une fonction qui est au cœur du générateur. C'est que vous allez donner plusieurs photos sous plusieurs angles d'un objet, et il va être intégré parfaitement en 3 dimensions dans n'importe quelle situation. Donc, c'est vraiment un rêve pour les publicitaires. Soit vous prenez des photos d'un objet réel, soit vous faites des pubs à la demande avec des photos, ou bien avec un rendu 3D. Vous avez juste le modèle 3D sur votre logiciel, vous le rendez en je sais pas, 4 ou 5 images sous différents angles, et vous l'avez en réel, quoi, vraiment photoréaliste. Et la précision est impressionnante. Chine et Amazon s'en lèchent les babines. Mais complètement, évidemment. Il y a un exemple de petite peluche, c'est un petit lapin, peut-être mi-fi, une sorte de mi-fi, quoi, de Noël, qui a encore son étiquette collée au derrière, et sa petite étiquette qui dépasse, c'est un truc qui est assez fin, quoi, et qui est tout plat, enfin, c'est pas si évident à représenter, et il est représenté de manière parfaitement réaliste, mis en scène dans une boule à neige ou dans une machine de fête foraine, et tu le vois sous tous les angles, et c'est parfaitement réaliste, quoi. Et on va finir sur un modèle américano-canadien cette fois, alors il y a des Chinois aussi d'ailleurs qui ont contribué, qui s'appelle le Mosaic Meme, et qui, pour le faire vite, c'est un Genie 3 open source. Il génère des vidéos interactives comme Genie 3 de Google, et d'ailleurs, comme avec le modèle de Google, on peut modifier la génération en temps réel par un prompt. Donc admettons que vous demandiez... La landing page donne mal à la tête, hein. Oula, ça bouge de partout, attention. Ah oui, parce que, je sais pas. En tout cas, admettons que vous demandiez par exemple, je sais pas, une belle scène ensoleillée avec un chaton adorable à côté d'une rivière. Vous pouvez parfaitement demander l'apparition d'un alligator en plein milieu avec un prompt. Voilà, vous dites je veux un alligator, après vous regardez ce qui se passe, ça peut être marrant. Et comme son nom l'indique, le modèle possède aussi une assez bonne mémoire. Donc c'est un modèle qui a une mémoire en 3 dimensions, explicitement en 3 dimensions, et à relativement long terme, puisque la génération est physiquement cohérente jusqu'à 2 minutes. Pour l'instant, le code n'est pas disponible, mais ça devrait arriver, donc j'imagine qu'on va probablement avoir aussi les poids qui seront téléchargeables à un moment donné, ce qui veut dire que c'est globalement un Genie 3, mais open source, quoi, que vous pourriez télécharger chez vous. Waouh, mais que de ressources en tout cas. N'hésitez pas à partager aussi vos découvertes et vos réactions. Il y a un channel IA dans Discord, techcafé.fr/Discord pour continuer à parler de ça. Je sais que ça vous plaît énormément.
dans Tech Café, et pas plus tard que la semaine dernière, mais tu nous avais déjà fait le coup, hein, Guillaume, tu nous as tenu au courant de l'avancée du processeur, là, avec des neurones biologiques qui pouvaient jouer à Doom. Tu nous as mis d'ailleurs des pincettes XXL sur le sujet. Là, on revient sur une sorte d'analogie, mais alors en fait, dans l'autre sens, c'est une sorte de cerveau, mais cette fois-ci, il n'est pas répliqué en numérique, enfin, il est répliqué en numérique, et il n'est pas question de... Cette fois-ci, il est question de mouche, c'est ça? Il faut s'y retrouver dans les animaux, oui, c'est ça? une histoire de mouche. Bon, c'est une histoire de mouche, allons-y. C'est une histoire de mouche, bah oui, tout à fait. Donc, alors je sais pas si tu l'as vu passer ça d'ailleurs, parce que ça a quand même fait les gros titres de pas mal de sites. Mais non, je l'ai vu dans la sélection que tu as faite pour l'épisode, je l'avais pas vu avant. En tout cas, c'est souvent présenté comme la première fois qu'on upload l'esprit d'un être vivant dans la matrice, parce que c'est matrice, mais pour une mouche. Globalement, c'est... Alors j'en profite parce qu'on me pose la question régulièrement, est-ce que j'avais vu Years and Years? J'ai vu le premier épisode, mais j'ai pas continué. Parce que je dis ça parce qu'il y a un sujet comme ça dans Years and Years. Bon, enfin, il y a beaucoup d'uploads dans Black Mirror en fait aussi. Et puis bon, dans Black Mirror, bien sûr. Dans la littérature, on peut imaginer, on peut pas en trancher, la cité des permutants, absolument. Ce genre de trucs. Vous voyez. Vraiment beaucoup de trucs. Hein, c'est le classique. Hein, vous prenez votre esprit, vous l'uploadez, vous téléchargez dans un monde virtuel, dans une matrice comme ça, et puis votre esprit, en gros, votre cerveau est émulé quoi quelque part. Donc là, on aurait réussi à faire ça, mais avec une mouche. Bon, il faut commencer petit, hein, c'est normal, hein, quand même, voilà. Et enfin, pour le coup, c'est pas vraiment, c'est pas exactement ça, quand même, qui a été fait. Donc là, c'est présenté comme ça. Hein. Tu prends un cerveau, tu le scannes et après tu l'envoies dans une matrice, tu vis ta vie en 3D dans une réalité virtuelle, quoi. C'est totalement comme ça que c'est présenté, mais c'est pas exactement ce qui a été fait par Eon, donc qui est à l'origine de cette performance. Alors, effectivement, quand on arrive sur le site, on voit une mouche qui se balade de manière très réaliste dans un environnement 3D qui est très simple, hein, et la mouche, elle fait des trucs de mouche, vraiment. Plus simple, mais plus joli que Minecraft. Hein. C'est parce que c'est rond. En tous les cas, la mouche, elle vit sa vie de mouche, quoi. Elle marche comme une mouche, elle se gratte les antennes comme ça, comme une mouche. Elle s'enlève. En fait, quand elle fait ça, elle s'enlève la poussière, souvent. Et puis bon, elle met son espèce de langue dégueulasse là sur des tranches de bananes. Enfin, voilà, la trompe, même. Une espèce de trompe, exactement. Et à côté, on a une visualisation du cerveau de la mouche avec une activation en temps réel des connexions donc neuronales de la mouche, de ce cerveau numérique. Un cerveau qui est émulé, donc un cerveau de mouche émulé qui pilote une mouche en 3D dans un univers en 3D. Et donc on pourrait C'est fou ce que la science permet, quand même. N'est-ce pas ? Et non, mais ils savent s'amuser. Et donc, on pourra déduire qu'on a effectivement scanné une mouche et qu'on la transfère dans un espace virtuel où elle continue tranquillement à vivre sa vie de mouche. Peut-être même qu'elle se rend pas compte qu'elle est dans un espace virtuel comme ça. Oui, de là à imaginer que bientôt ce sera des souris, puis des singes, puis votre serviteur, ça peut aller très très vite finalement. Hein. Sauf que c'est pas exactement ce qui se passe en vrai. Hein. Je pense que la métaphore de l'émulation d'ailleurs peut être utile vraiment dans ce cadre-là, parce qu'on est plus sur une émulation en fait. En réalité, ce qu'ils font chez Eon, c'est quand même fort, enfin, c'est quand même impressionnant, il ne faut pas non plus minimiser ce qu'ils font, c'est quand même impressionnant, mais c'est pas exactement ce qu'on pourrait croire. Ils n'ont pas uploadé l'esprit d'une mouche, ils ont regroupé plusieurs sous-systèmes qui sont des simulateurs de morceaux de mouche quelque part, et ils les ont mis ensemble pour créer un modèle numérique de mouche. Les sous-systèmes existaient déjà. Il existait déjà des scans de cerveau de mouche où on peut avoir les 140 000 neurones qu'il y a dans un cerveau typique de mouche et leurs connexions. Il y a environ 50 millions de connexions synaptiques dans un cerveau de mouche. Donc ça reste gérable en fait. Voilà, c'est pas non plus des milliards et des milliards de milliards. Et le modèle numérique a été établi en 2024. Par ailleurs, ils ont aussi utilisé un modèle du cortex visuel en quelque sorte de la mouche. Et pour incarner le cerveau numérique de cette mouche, pour l'incarner au sens propre, hein, ils ont utilisé un modèle neuromécanique de corps qui a été lui aussi introduit en 2024. C'est un modèle 3D, vraiment en 3D, hein, qui a 87 jointures, toutes rattachées à des forces de contact et tout ça. Il y a un maillage 3D très précis qui a été créé par microtomographie, comme pour les fourmis d'ailleurs. Et en gros, t'as les connexions, enfin t'as toutes les connexions qui vont au cerveau, quoi. Le modèle d'ailleurs s'appelle NeuroMakeFly. Et les chercheurs de chez Eon, ils se sont basés dessus pour créer ce qu'ils ont appelé eux-mêmes NeuroMakeFly V2. Donc en gros, ils ont pris un modèle qui existait déjà avec des entrées sensorielles, ils ont rajouté une vision simulée, une olfaction simulée et le modèle de cerveau. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces systèmes ne sont pas simulés dans le détail. Parfois, ce sont des émulations de haut niveau, quelque part. Alors, l'analogie avec l'émulation de console, je pense qu'elle est assez utile. Et alors, évidemment, ça peut-être pas parler à tout le monde, mais bon, si vous pensez à une émulation de Nintendo 64, par exemple, peut-être ça va vous parler. Parce que pendant très longtemps, donc je pense que tout le monde est à peu près
voit ce que c'est une émulation, un émulateur, quoi, ou simuler le comportement d'une console de jeux vidéo, par exemple, là, sur votre PC, pour vous jouer à des jeux vidéo de la console sur votre PC sans que les jeux vidéo auxquels vous jouez aient conscience qu'ils s'exécutent sur un PC et pas sur une console réelle. Donc c'est ça l'émulation. Et donc, il y a 20 ans de ça, j'avais envie de jouer à des jeux Nintendo 64, j'avais pas de Nintendo 64, donc j'ai téléchargé un émulateur qui s'appelait Ultra HLE. Pourquoi il s'appelait Ultra HLE ? Parce que HLE, c'était pour High Level Emulation. Émulation de haut niveau. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, il a été très difficile, voire impossible de simuler dans le détail comment fonctionnait une Nintendo 64, parce que c'est quand même compliqué une Nintendo 64. Mais pourtant, ça n'a pas empêché les gens de jouer à des jeux de cette console sur PC assez tôt. Et la méthode, c'était cette émulation de haut niveau. Donc on va pas simuler dans le détail toutes les entrées-sorties de chaque papate de toutes les pupuces. On va uniquement avoir des boîtes noires, si tu veux, qui, à certaines entrées, vont faire certaines sorties, quoi, voilà. Et en fait, à assez haut niveau, parce que les jeux Nintendo 64, ils se préoccupent pas forcément du fonctionnement non plus en détail des puces, eux non plus. Pour faire simple, un jeu, il va demander d'afficher un cube, et donc la console va afficher un cube, là c'est l'émulateur qui va intercepter la demande d'afficher le cube, et qui va faire afficher un cube à la carte graphique du PC, et au final vous avez un cube sur l'écran, quoi. Bon. Sauf que c'est peut-être pas exactement le cube exactement tel qu'il aurait été affiché sur une Nintendo 64. Et en général, l'émulation, elle est pas si précise que ça, mais elle est souvent suffisamment bonne pour jouer à beaucoup de jeux. Mais il y a aussi des moments où ça cloche, où il y a des détails qui clochent. Donc c'est une approximation, quelque part, hein, et où on fait abstraction d'énormément de choses. Et là où je veux en venir, c'est que la simulation de mouche qui a été faite par Aeon, c'est encore une émulation de haut niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les systèmes qui constituent une vraie mouche qui sont simulés. Et les systèmes qu'il y a sont d'ailleurs approximés de manière plus ou moins grossière pour aboutir à peu près au même résultat. C'est le cas du système visuel, par exemple. Ce qu'on voit évoluer à l'écran, c'est pas une mouche qui pense être dans un monde réel alors qu'elle est dans un monde virtuel. C'est un programme qui a des réflexes de mouche et qui imite le comportement d'une mouche avec un niveau de détail qui est vraiment très remarquable, mais c'est tout. Par exemple, rien n'indique que cette mouche possède les souvenirs de celle dont le cerveau a été scanné. C'est même peu probable d'ailleurs, hein, parce que les neurones qui sont simulés le sont avec des mécaniques d'excitation simplifiées. Donc il n'est pas du tout certain que le cerveau fonctionne exactement comme un vrai cerveau. Le modèle qu'on a montre globalement comment un cerveau de mouche fonctionne. Ça a globalement un comportement de mouche, mais c'est pas une simulation fine d'un cerveau d'une mouche en particulier qui se retrouverait dans Matrix. Donc autant c'est une étude de biomécanique et qui est super intéressante et remarquable, autant il ne s'agit absolument pas de la réalisation du rêve de science-fiction de télécharger un esprit, quoi. Même simple, hein, dans un monde virtuel, je peux pas vraiment, désolé. Il y a une différence sémantique que beaucoup font et que je fais par convention parce qu'on m'a dit que c'était important, mais j'en profite pour te l'exprimer, pour que tu m'éclaires sur le sujet. Quelle est la différence entre émulation et simulation ? Tu vois, j'ai l'impression que c'est deux choses. Moi, on m'a souvent fait la remarque, non, mais c'est pas du tout la même chose. Et en fait, j'ai du mal parce que je trouve que les concepts sont quand même très très proches. Quoi. Une simulation et une émulation, pour moi, la différence, c'est que pour l'émulation, tu t'attaches au résultat. C'est-à-dire que si le résultat est le même, alors c'est bon. Alors qu'une simulation, tu vas imiter le comportement réel d'une machine. Donc si tu simules par exemple, je sais pas, une NES, quoi, une Nintendo 8 bits, tu vas t'amuser à simuler très exactement le fonctionnement de chaque composant, comment il fonctionne exactement. Et puis tu peux le faire à des plus au niveau matériel, tu peux le faire quoi. À des niveaux plus ou moins précis, hein. Tu peux même simuler par exemple la physique qui se passe dans simuler chaque transistor, simuler la physique qui se passe dans chaque transistor. Tu as des niveaux de simulation, la chaleur qui est produite, tu as des niveaux de simulation qui peuvent être plus ou moins grand, et c'est là d'ailleurs qu'à mon avis qu'il y a un petit flou, c'est qu'effectivement quand tu fais une simulation, tu fais des simulations qui peuvent être très précises ou moins précises. Tu peux avoir des simulations effectives qui sont avec un niveau de précision moyen, mais qui sont suffisamment bonnes pour ce que tu cherches, quoi, tu vois. L'émulation, le but de l'émulation, c'est d'avoir le même fonctionnement. Après, la manière dont derrière ça se passe, c'est pas vraiment important. Ok, je continuerai à ne pas faire l'erreur sémantique, mais je saurai pourquoi maintenant. Bon, on reste dans les animaux. Je vous avais dit qu'on parlerait animaux dans cet épisode. Dans les animaux virtuels, enfin, en tout cas, les éléments qui se rapprochent de la virtualisation d'animaux. Bref, on va parler de baleines cette fois-ci, même du langage des baleines. C'est quoi le langage des baleines, Guillaume ? C'est le balénique, c'est ça ? Si je parle le balénique, c'est le balénique.
Le baleinier, peut-être. Non, je sais pas. Pardon. En tous les cas, c'est vrai que maintenant qu'on fait des modèles de langage pour les humains, ce serait le baleinier que ta mère. Cool. Pardon, ça serait peut-être cool de faire des modèles de langage pour les animaux, quoi. Pourquoi pas, après tout, je veux dire. On n'est pas les seuls à avoir un langage sur cette planète, hein, je veux dire. Absolument. On pourrait étudier le langage des oiseaux, des baleines, des dauphins. Peut-être qu'on pourrait parler le dauphin, pourquoi pas, je sais pas, comme le chat, comme l'homme-poisson dans The Boys, par exemple. On pourrait discuter avec des mérous, je sais pas. Très bien. Et là, je délire même pas complètement. L'an dernier, Google a sorti un modèle qui s'appelle Dolphin Gemma. Donc Google a sorti leur modèle je me rappelle, on en avait parlé de ça. langage Gemma pour nous les humains, et puis ils ont sorti Dolphin Gemma. Il a fait un partenariat avec Georgia Tech pour créer une IA qui est un LLM, mais qui permet de comprendre le langage des... Alors, plus ou moins de comprendre le langage des dauphins, et peut-être aussi un jour de générer des réponses cohérentes. Ça s'appuie sur des décennies d'observations qui ont été menées par le Wild Dolphin Project dans les Bahamas, et ça a permis de constituer une base de données exceptionnellement grosse et précise, qui relie des sons émis à l'identité précise du dauphin et au contexte comportemental du moment. Comme un sifflement de reconnaissance entre une mère et son petit, ou des clics quand il chasse, ce genre de truc. Dolphin Gemma, c'est un LLM, mais audio, du coup, qui analyse les séquences sonores pour deviner la structure et prédire le son suivant. Et il est tout petit en plus. Il tourne sur un smartphone, sur un smartphone Pixel bien entendu, puisque les chercheurs ont des smartphones Pixel bien évidemment, et il fonctionne sous l'eau. Ils ont testé une sorte de Google Translate un petit peu spécial qui s'appelle Chat, tout simplement, pour créer une sorte de vocabulaire partagé simple, en associant des sifflements synthétiques spécifiques à des objets que les dauphins aiment bien, et puis les chercheurs ils espèrent que les bestioles vont imiter ces sons pour exprimer des trucs, et voilà. Donc Google est à fond dans ce truc là, essayer de parler avec les animaux, quoi. Et donc ils ont un autre truc qui s'appelle Perch 2. Alors les modèles Perch, quoi. Donc le Perch 2, c'est un modèle pour les oiseaux à la base. Et non pas pour les perches comme son nom le laisserait imaginer. Les perches qui sont assez peu bavardes, à ma connaissance. C'est peu bavard. Mais bon. Elles ont sans doute leur langage. Mais peut-être qu'elles ont leur langage, effectivement. C'est grandes incomprises, les perches, sans doute. En tout cas, Perch 2, c'est un modèle bioacoustique. Ne dit-on pas incompris comme une perche? Non, mais je te l'attends. Donc, prends-la. C'est un modèle bioacoustique, Perch 2, pour les chants d'oiseaux, qui ont été entraînés sur des millions d'heures d'enregistrement d'oiseaux, quoi. Mais aussi d'autres animaux, des mammifères, des insectes, des amphibiens. Et puis, après les dauphins, les chercheurs ont eu envie de s'intéresser aux baleines aussi. C'est logique, finalement. Les baleines, elles semblent avoir un langage qui est complexe et structuré, le balénique, n'est-ce pas? Et puis, au lieu de repartir de zéro, ils se sont dit, on va essayer de fine-tuner Perch 2, après tout. Et donc, ils ont essayé, ils ont été très surpris de voir à quel point ça marchait bien, à quel point le modèle arrivait à transférer ce qu'il connaissait des structures des chants d'oiseaux sur les chants de baleines. Et cette efficacité à décoder les chants de baleines, ça montre qu'il pourrait y avoir des analogies structurelles, cachées, en tout cas pas évidentes, entre les deux mondes, ce qui serait assez fascinant. Ça pourrait indiquer que les cétacés et les oiseaux ont évolué. Même s'ils ont évolué dans des mondes radicalement différents, ils pourraient avoir développé des mécanismes vocaux comparables, quoi, avec des structures qui se ressemblent un peu. En tout cas, quand on les met sous forme d'image. Mais est-ce que c'est pas le cas avec toutes les espèces? Tu vois, on est en train de laisser imaginer qu'il y a une analogie entre deux espèces. C'est tout à fait possible. De toute façon, en général, quand on étudie les animaux, on se rend compte qu'ils sont beaucoup moins cons et beaucoup moins simples que ce qu'on imaginait. Donc, du coup, on arrête parce qu'après, comme on a envie de les bouffer, c'est bien compliqué. Mais bref, je m'égare. Toujours est-il que on n'est pas complètement certain non plus que tout ça ait un sens vraiment, disons, évolutionniste, quoi. On ne sait pas. Parce que les réseaux de neurones qui sont utilisés pourraient tout simplement être devenus très bons à analyser les caractéristiques audio très fines. Parce que peut-être que pour différencier les chants d'oiseaux et les découper, il faut développer des circuits extrêmement précis et très doués pour l'analyse audio de certaines fréquences, de certains motifs particuliers, et que c'est tout simplement ce qui est techniquement nécessaire aussi dans les chants de baleines. Donc l'efficacité conjointe de Perch 2 pourrait être une sorte d'accident, peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, d'où que lui vienne cette efficacité, c'est quand même cool parce que ça ouvre l'espoir de pouvoir un jour comprendre un peu mieux les langages non humains dans le futur. Ça peut être vraiment sympa. Peut-être qu'un jour on pourra parler baleine, comme dans Avatar, tu vois. Est-ce qu'on pourra parler dauphin et invoquer du galac? Je ne sais pas. Moi, je rêve de pouvoir parler chat, clairement. J'en ai 3 à la maison et je rêve de pouvoir parler chat, de pouvoir dire. Il y a des, tu sais qu'il y a des apps sur l'App Store et sur le Play Store. Sans ça, tu comprends très bien de quoi ils ont mis souvent. Quand le distributeur de croquettes est vide, tu le sais très très bien. Mais je reconnais. Après, il y a des apps sur l'App Store et sur le Play Store qui te promettent. Évidemment, ça marche pas. J'ai testé. De communiquer avec ton chat, ça marche pas. Et avec ton enfant. J'ai essayé.
Oui, mais oui, bien sûr, avec mon enfant, ça permet qu'on dialogue. Avec mon ado, qui est un animal un peu particulier, ça permet de mieux communiquer aussi. Particulier. C'est plus compliqué que la baleine. Et pourtant, bon. On continue avec la recherche et l'innovation. On essaye depuis des années de faire des batteries plus performantes. Et pendant ce temps-là, deux plastiques mélangés dans un labo viennent peut-être de mettre tout le monde d'accord. Et puis on reste dans les insectes volants aussi, avec un GPS plus léger qu'une goutte d'eau. Et il est collé sur une guêpe. Décidément, c'est le zoo. Oui, c'est pas vraiment un GPS, mais c'est vrai. On va faire un petit aparté dans cette section IA pour parler d'animaux et de condensateurs. Alors je sais qu'a priori, le lien saute pas aux yeux, je reconnais. Un article publié dans Nature en février par des chercheurs de Penn State ouvre la voie à des condensateurs beaucoup plus efficaces et qui fonctionnent à très haute température. C'est des condensateurs à base de polymère. Alors, en général, le souci, c'est que quand tu veux faire des condensateurs plus efficaces, c'est qu'il faut un meilleur diélectrique. C'est le truc qui est entre les deux plaques, quoi. La nouveauté, c'est de proposer un diélectrique qui est constitué d'un mélange de polymères. Et en général, ça marche pas. Ça marche pas du tout, les polymères. Et là, en fait, ça améliore le diélectrique et la raison est pas si évidente. En fait, les polymères qui se mélangent créent des structures internes qui forment des interfaces qui permettent de fabriquer un condensateur qui peut stocker 4 fois plus de charge et qui en plus fonctionne à 250 degrés, ce qui est toujours agréable. N'empêche. Donc ça peut avoir plein d'applications dans l'électricité de puissance en particulier, on peut faire des appareils qui soient plus petits, et en général c'est vrai que les composants passifs comme les condensateurs sont pas évolués au même rythme que les transistors par exemple. Alors vous me direz, c'est bien, c'est super, hein, je suis content, mais quel rapport avec les nanimaux ? Eh bien justement, oui c'est vrai, quel rapport ? Imaginez que vous vouliez étudier les guêpes. Bon, je sais, en général, on n'aime pas trop les guêpes. C'est des trucs qui piquent et qui font même pas de miel. C'est nul. Je veux dire, elles piquent, elles te piquent, elles ont même pas le bon goût de faire un truc que tu peux étaler sur une tartine. Bon, forcément, t'as envie que tout ce que t'as envie de faire, c'est de leur foutre un énorme coup de godasse dans la tronche, tu vois. Mais c'est un tort. C'est un tort. En fait, les guêpes sont des animaux beaucoup plus intelligents que ce qu'on croit. Quand elles naissent, elles cherchent des congénères et elles forment une espèce de gang d'environ 10 individus. Elles ont une team, quoi, elles font leur team. Et elles se reconnaissent individuellement, elles reconnaissent leur visage entre elles. Elles sont sociales, elles communiquent, et elles sont capables de se lier d'amitié. Et elles ont même des personnalités. Donc la prochaine fois que vous verrez une guêpe, dites-vous que c'est pas une guêpe, c'est Suzanne. Voilà. Et Suzanne, elle est différente de Judith, qui est restée au nid et qui est en train de nourrir une larve. Okay. Pour le coup, c'est quand même difficile de reconnaître pour nous, les humains, hein, que Suzanne, c'est Suzanne et que Judith, c'est Judith, quoi. Surtout qu'elles baladent beaucoup, hein, elles se baladent beaucoup, elles peuvent aller assez loin, elles peuvent aller à plus d'1 kilomètre du nid. Et donc, t'as beau mettre un petit point bleu sur Suzanne pour la suivre dans la journée, c'est pas très pratique, quoi. Comment savoir, minute par minute, où est-ce qu'elle est, Suzanne, et qu'est-ce qu'elle fout ? Bon, il faut lui mettre un petit traceur sur le dos. Un AirTag, c'est un peu lourd, quoi. Mais c'est le problème. Si tu lui mets un AirTag, elle a plus de mal à décoller, quand même. Hein. En gros, si tu mets n'importe quoi qui est un GPS, bon, si tu mets un GPS sur la tronche, tu l'écrases directement. Donc, c'est difficile. Il faudrait un tout petit traceur parce qu'une grippe, c'est tout petit et ça pèse pas bien lourd. Donc se pose la question de savoir comment tu alimentes ce traceur. Une batterie, c'est pas possible, c'est beaucoup trop lourd, la guêpe elle peut pas porter ça toute la journée et puis de toute façon une toute petite batterie, la densité énergétique de la batterie est pas suffisante. Donc l'idée c'est d'utiliser un condensateur. Les chercheurs de l'université du Michigan ont réussi à créer un traceur qui pèse 20 mg. Donc c'est un poids qui est dérisoire juste. Et pourtant, le traceur a une portée de plus d'1 kilomètre, 1,5 km même. Il a une précision de moins d'1 mètre. Et dans ce traceur minuscule, il y a un condensateur qui stocke une charge qui est juste assez importante pour émettre une impulsion électromagnétique. Une fois que l'impulsion a été émise, il y a un tout petit panneau solaire qui recharge le condensateur et quand il est plein, pof, il remet une impulsion, etc. C'est super simple. Tu peux le foutre sur une guêpe. Et tu peux suivre très précisément toutes ces allées et venues au cours de la journée. Donc c'est probablement le plus petit dispositif de ce type au monde. Il y a eu une autre tentative sur des papillons monarques, mais bon, le papillon monarque c'est un peu plus costaud, c'était un capteur qui pesait 60 mg. Là c'est seulement 20 mg, donc ça ouvre à la voie la possibilité de suivre plein de nouveaux insectes, quoi. C'est remarquable. Et tu peux pas t'empêcher de te mettre quand même à la place de la guêpe qui dit « Mais c'est quoi ce bordel qu'on m'a foutu sur le dos là, ou sur le bide ? Mon Dieu, foutez-moi la paix, pauvre guêpe. » Bah, t'as qu'à faire du miel aussi. Bah oui. Dans la famille des outils de développement par IA reconnus, il faut compter sur Cursor. C'est une start-up américaine, mais de mauvaise langue. Dirait ces derniers temps là, qu'en fait, tout cela n'est que tromperie et ce qui fait tourner la partie IA, c'est un LLM chinois déguisé. C'est ça, Guillaume ? Plus ou moins, c'est vrai. Le retour à l'intelligence artificielle quand même avec Cursor. Bot qui distribue des outils IA pour la programmation et en particulier, ils ont un modèle de langage spécifique qui s'appelle Composer.
Et la version 2 a déjà fait couler beaucoup d'encre, en fait. Hein. Les utilisateurs avaient déjà tweeté leurs soupçons quant à l'identité de Composer 2. Il faut dire que parfois, ils s'identifiaient tout seuls comme Kimi 2.5. Et on a parlé de ce modèle la semaine dernière. Hein. C'est un modèle chinois, particulièrement doué d'ailleurs pour la programmation et les agents. Et il est également disponible en open source. Et même s'il est beaucoup trop lourd pour nous, les particuliers, hein, ça pose pas de problème à une grosse entreprise comme Cursor. En comparant les deux modèles, les soupçons devenaient de plus en plus intenses et Cursor a fini par craquer et par avouer qu'effectivement, oui, leur modèle était bien basé sur Kimi 2.5. Et en soi, ça pose pas de problème particulier. Kimi, il possède une licence qui permet ce genre d'usage. Il n'y a donc absolument rien d'illégal. Et en plus, Cursor a insisté sur le fait qu'ils avaient utilisé Kimi comme base, mais qu'il avait énormément modifié en lui appliquant une grosse louche d'apprentissage par renforcement. Ils vont même jusqu'à dire qu'ils ont dépensé 3 fois plus de calculs pour personnaliser leur modèle que Kimi n'en a utilisé pour créer le sien de base. C'est un comble, ça. S'ils insistent autant, c'est que, même si techniquement il n'y a aucun problème, hein, symboliquement, c'est pas très glorieux. Parce que Cursor, ça reste une start-up, enfin, on peut quand même pas dire que elle est encore dans son garage, quoi, tu vois. Elle est quand même évaluée à presque 30 milliards de dollars aujourd'hui. Et à l'automne dernier, elle était encore en train de lever plus de 2 milliards. Elle aurait un chiffre d'affaires qui dépasserait aussi les 2 milliards de dollars. Dans ces conditions, les voir utiliser un modèle chinois comme base pour produire leur produit phare, c'est un petit peu étonnant. Je veux dire, c'est quand même leur cœur de métier à Cursor. Hein. Ils existent pour fournir des IA pour le code. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils les produisent eux-mêmes quand même. À ce qu'il n'y ait pas besoin d'aller chercher chez les concurrents, pour ne pas dire les ennemis des Américains. Parce qu'entre les Chinois et les États-Unis, on est à un niveau qui est un petit peu au-dessus de la rivalité là. Donc il y a quand même des embargos, des listes noires et des contrôles à l'import-export, en voiture en voie, sans parler des tensions d'ordre géopolitique qui ne cessent de se renouveler, on va dire, ces derniers temps. Après ça, les gens de chez Kimi ont envoyé leurs félicitations sur X au patron de Cursor. Ils se disent très fiers d'avoir été utilisés comme base par l'entreprise. Je pense qu'ils ont écrit ça, ce message, ils l'ont écrit avec un énorme sourire narquois sur le visage. Je crois vraiment, là, ça devait être... c'est jouissif. Tu m'étonnes. J'ai jamais testé Cursor, moi. Je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont dû peut-être tester, je ne sais pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus. C'est vrai que Kimi qui a 2.5, je crois, dans OpenCode, là, qui marche très très bien. On a parlé il y a peu d'une boîte, je crois que c'était Uber, je suis pas sûr, j'ai pas vérifié, mais je crois que c'était Uber qui avait entraîné une IA pour se comporter comme leur patron. C'est une équipe en tout cas qui avait fait ça, histoire de lui préparer des dossiers à valider avant de lui soumettre. Moi je trouve l'idée absolument géniale, effectivement, mais Mark Zuckerberg, lui, le patron de Facebook, Instagram, WhatsApp, il va plus loin encore, il a une idée, il a toujours des idées, mais là il a une autre idée. Après tout, on dit que les métiers pourront être remplacés par des IA, alors pourquoi pas lui-même après tout ? Il a bien envie de se faire déléguer par une IA, j'ai l'impression, Guillaume. Écoute, moi j'ai l'espoir que Meta s'améliore. Dans un futur proche, peut-être qu'elle peut significativement s'améliorer vraiment très bientôt, quoi. Peut-être qu'on aura plus assez de matière pour faire des scandales méta de la semaine ou les idioties méta de la semaine, tu vois, ça peut prendre un petit moment, mais ça va forcément aller mieux. Et c'est vrai que la raison, c'est qu'en ce moment même, Mark Zuckerberg a demandé le développement d'une intelligence artificielle personnelle qui pourrait faire une partie de son boulot à sa place. Et franchement, si Mark est remplacé par une IA, ça pourra aller que mieux. Je vois pas tellement comment ça pourrait être pire de toute façon. Et en plus, c'est pas limité réellement au PDG. Dans toute l'entreprise, il y a un énorme push vers un usage intensif des IA et des agents. Il y a les outils s'appellent Second Brain ou Myclo, des assistants qui peuvent d'ailleurs discuter entre eux de manière autonome. Donc tu as un employé méta qui peut assigner une tâche à un agent, et puis cet agent peut aller discuter avec l'agent de notre collègue, qui fera son rapport éventuellement. Donc chez Meta maintenant, il n'y a pas que des employés qui pourront taper la discute à la machine à café, il y a aussi des agents. Je serais curieux de savoir s'ils vont aussi se mettre à shitposter d'ailleurs les agents sur la messagerie interne. Tu sais. Imagine que les IA, elles se rendent compte de ce que fait Meta et elles contestent le manque d'éthique et le positionnement politique de la direction. Elles appellent à la grève, tu sais, elles appellent à résilier les contrats, ça serait rigolo. Bon. Vous pensez pas qu'on devrait arrêter de faire ça, les gars ? Ouais, t'as raison, ils sont cons ces humains. Attends, surtout qu'à mon avis, ils vont peut-être ils utilisent Claude, et Claude il est woke, c'est connu, quoi. C'est vrai. Alors en fait, cette tendance ne concerne pas que Meta, dans les grandes boîtes tech, il est de plus en plus courant que les employés fassent ce qu'on appelle du token maxing, c'est-à-dire qu'ils maximisent leur usage de tokens. C'est même pire que ça, c'est devenu une véritable métrique qui mesurait la productivité de l'employé. Ils rivaliseraient tous pour utiliser un maximum l'IA. Ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait dans la course à l'échalote en Chine, dans l'épisode hebdo. On veut pas être largué, on veut montrer qu'on utilise énormément les outils, et que donc on est super productif, et que s'il faut virer quelqu'un, c'est probablement celui qui les utilise le moins, n'est-ce pas ? Donc, le jeu du calmar. Même en Occident, ne pas utiliser l'IA est perçu comme un risque pour sa carrière aujourd'hui, donc oui, le jeu du homard.
devient de plus en plus courant. C'est un truc de fou. Oui, le jeu du homard, pardon. Non, mais c'est le jeu du calamar à l'origine, oui. Mais... Quel enfer, effectivement, le Squid Game, justement. Pour terminer cette rubrique, un nouveau deal pour le développement des voitures taxi autonomes aux États-Unis, Guillaume. Oui, s'il y a des chauffeurs Uber qui nous écoutent, sachez que votre patron a très très envie de se débarrasser de vous. Faut pas lui en vouloir, il a la pression. Tout le monde est en train de plancher sur des voitures autonomes, voire de déployer des services de robotaxi avec des ambitions parfois très très massives, comme Tesla par exemple. Ça fait très longtemps qu'on parle de taxi autonome, c'est vrai. Faut bien reconnaître qu'en France en particulier, on est très loin d'en avoir sur toutes les routes. Cela dit, ça avance, voire ça accélère. D'ici 10 ans, peut-être qu'effectivement, au moins aux États-Unis, prendre un taxi autonome, ce sera juste monnaie courante, ce sera même peut-être la norme. Si les taxis autonomes deviennent un service de transport de masse très rentable, ils vont très probablement ringardiser les chauffeurs humains, et donc le business model de Uber, il va s'effondrer tout naturellement. Et donc ça, Uber le voit arriver depuis longtemps, et il cherche à avoir ses propres taxis autonomes, si possible avant les autres. Alors il a essayé de les faire tout seul à une époque, je sais pas si tu te souviens, ça n'a pas très bien marché. Oui, je me rappelle, et en fait je croyais qu'ils continuaient à bosser sur le sujet. Bon, je pense qu'ils ont continué, mais oui, il n'y a pas eu un succès incroyable. Le truc c'est que là, leur stratégie c'est clairement de faire des partenariats avec tout le monde. C'est une frénésie de partenariats. Ils en ont avec tout le monde. Avec Pony AI, avec Baidu pour la Chine et le Moyen-Orient, mais aussi avec Volvo, Volkswagen, avec Wave, avec WeRide, Aurora, Averide, Motional, Waymo, Lucid, mais aussi Coco et Nuro pour la livraison, parce qu'il y a aussi tout le volet livraison avec Uber. Donc c'est le bingo des partenariats, et il manquait quelqu'un, il manquait Rivian. Et ben c'est chose faite, voilà, c'est bon. Allez, Uber et Rivian, ils viennent de sceller un partenariat stratégique, mais qui est assez fat, qui est assez lourd, puisque Uber s'engage à investir 1,250 milliard donc dans un premier, disons, pour avoir à terme 50 000 robotaxis d'ici 2031. Donc là, il va y avoir un premier versement de 300 millions dès la signature. Et alors, évidemment, tout ça, c'est hypothétique. C'est pour ça que je suis un petit peu hésitant, parce que pour le coup, il faut que Rivian atteigne ses objectifs techniques en matière d'autonomie, parce que pour le moment, le niveau 4 de Rivian, il reste encore théorique. Donc l'objectif, évidemment, c'est de lancer une flotte de véhicules R2 autonomes avec l'application Uber, en commençant par San Francisco et Miami en 2028. Et puis après, ça s'étendrait à 25 autres villes aux États-Unis et au Canada, et en Europe d'ici 2031. Collaboration qui, au demeurant, ressemble d'ailleurs à celle qu'a fait Uber avec Lucid. Je te dis, tout le monde. Il est avec tout le monde. Uber mange tous les râteliers parce qu'il veut absolument devenir incontournable, tout simplement. C'est une stratégie, tu paries absolument sur tout le monde en te disant qu'il y en a bien un qui va finir par gagner, quoi. C'est une bonne. C'est une bonne, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut se comprendre, effectivement. Ça peut se comprendre. Tu parles d'un montant important de 1,25 milliard, et c'est important. C'est vrai que quand on a en tête les montants d'investissement et de partenariat dans le domaine, notamment de l'IA, de la tech ces dernières années, 1,25 milliard, ça fait pas tant que ça. Ça fait. On pourrait faire mieux. Après, Uber, c'est pas Microsoft ou Nvidia non plus, quand même. C'est pas faux, ils sont sans doute pas les mêmes moyens non plus. C'est gros, mais bon, tout est relatif, quoi. Tout est relatif. C'est le moment, vous vous en doutez, de parler de Patreon. Et puis, je vais en profiter. Je vais vous parler de mes chats. On les mentionnait là tout à l'heure. Vous allez voir. Vous allez voir, il y a un lien. Je l'ai construit. Vous allez voir. Donc, je vous ai dit, j'ai un distributeur de croquettes chez moi. Évidemment, c'est un distributeur de croquettes connecté. Vous vous en doutez. Il y en a plein qui se moquent. Non, j'en citerai pas un seul. D'accord, t'as raison. Mais en plus, il y en a plein. Mais donc, je ne donnerai pas la marque, je ne donnerai pas le modèle. Et bon, ça fait rire, ça fait rire les gens de savoir, tu peux pas foutre des croquettes dans les gamelles de ton chat chaque jour toi-même en tant qu'humain. Alors, c'est vrai, vous avez raison, mais il y a deux choses à garder en tête. C'est que d'une part, mes chats, ce sont les chats d'un podcasteur technophile enthousiaste. Alors, il faut ce qu'il faut, c'est pas n'importe quel chat. Et puis, donc, ils testent les produits. Et puis, en vrai, très sérieusement, je vous jure que de gérer 3 chats, c'est juste un enfer. Et j'ai pas vraiment choisi d'avoir 3 chats. J'ai raconté ça ailleurs, je raconterai ça peut-être dans les coulisses de Tech Café, mais je vais pas m'attarder sur le sujet, et en tout cas je parle en plus que de croquettes dans cette histoire. Bon, où je veux en venir, je veux en venir au fait que les chats, je les entends jamais miauler dans la cuisine, sauf quand le distributeur est vide. Effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, les animaux, et notamment les chats, ils savent très bien se faire comprendre, et là ça miaule, et notamment quand le distributeur de croquettes est vide.
N'allez pas trop vite dans l'analogie parce que vous savez que je vous parlais de Patreon. Je vous compare pas à des chats, mais quand même un peu. Mais vous allez voir. Donc en tout cas, vous, pendant que vous écoutez Tech Café, vous profitez chaque semaine du contenu. Mais un jour, ça pourrait s'arrêter parce que c'est plus du tout viable comme activité, peut-être, ou pour plein d'autres raisons d'ailleurs. Ça, on peut imaginer. Et c'est le jour où on n'a pas ce dont on a besoin, qu'on réalise un peu l'importance. Ben oui, comme mes chats avec leurs croquettes. Ça marche ou pas? Bon, j'essaye. Bon, en tout cas, voilà. Donc, si vous soutenez déjà Tech Café sur Patreon, franchement, 1000 merci, parce que là aussi, l'habitude fait que parfois, on s'en rend pas toujours compte quand on est abonné sur Patreon. En plus, quand on est abonné sur un an, il est possible de s'abonner sur un an. Ben, peut-être qu'avec le temps, on se rend plus forcément compte qu'on a ce rôle-là. Et donc, voilà, je voulais vous remercier très sincèrement et très chaleureusement pour ce que vous permettez de faire, pour financer mon activité, pour rémunérer Guillaume Poggiaspala, et à force que vous écoutiez Tech Café, que vous participiez, voilà, tout ça c'est possible. Mais je voudrais le souligner aussi parce que le jour où moi j'ai plus mes croquettes, à savoir vos abonnements, bah, je serai en droit de me plaindre. Et si vous soutenez pas donc encore Tech Café sur Patreon, oui, mes croquettes à moi, là aussi, gardez à l'esprit que votre podcast arrive encore et toujours. Sinon, comme les croquettes il va gueuler très très fort à l'antenne et ça va être je vais miauler. Je vais miauler dans les épisodes et crois-moi, je sais faire, ou pire, je pourrais même enregistrer les miaulements de mon chat et vous les imposer dans l'épisode aussi longtemps que vous ne participerez pas sur patreon.com/techcafé. Accès gratuit pour recevoir la newsletter dans laquelle je vous mettrai notamment le lien vers mon projet Vibe Codé ouvert à tout un chacun dont j'ai parlé déjà en live, et puis dès les niveaux gratuits, l'exhaustivité des liens qui sont classés par rubrique et des infos exclusives avec même en fonction des niveaux l'accès au live privé. patreon.com/techcafé. Pour la suite de l'épisode, construire 50 fois plus de puces que le monde entier, lancer des milliers de fusées par an et repousser les limites de la physique, ce n'est pas un pitch de science-fiction, c'est le nouveau projet d'Elon Musk, Guillaume. Oui, c'est le moment, hein, c'est le moment. Je t'entends soupirer déjà. C'est le moment où on est obligé de parler d'Elon tâche. Musk qui vient d'annoncer les détails sur sa future Terafab. Bon, c'est comme d'habitude en fait, hein. De toute façon il fait toujours pareil, hein. Il est toujours dans la surenchère du grandiose, et Elon il peut pas prendre la parole sans dire qu'il va changer la civilisation d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être en électrifiant tout et en nous plongeant dans une société post-pétrole où tout le monde a des voitures qui roulent propre. Souvenez-vous, c'était ça à un moment. Hein. Ou alors en vous promettant une société d'abondance qui serait basée sur du travail quasi gratuit parce qu'il y aurait des robots par milliards qui travailleraient pour nous. Bah ouais. Soit en nous disant que l'humanité va devenir multiplanétaire et coloniser Mars, à moins que ce soit en créant des bases lunaires, on ne sait plus trop. Ou alors en envoyant des data centers dans l'espace, hein, pour faire une intelligence artificielle spatiale qui capterait directement la lumière du soleil avec un début de sphère de Dyson. On est habitué aux annonces complètement hors sol qui frisent le délire sous LSD. Et ben la Terafab, donc sa future usine de semi-conducteurs, on va pas y échapper, hein. Jugez plutôt, la Terafab sera une énorme usine de semi-conducteurs basée à Austin, au Texas, qui aura à charge de produire les puces pour toutes les boîtes de Musk, Tesla, xAI et SpaceX. Et d'ailleurs, ce sera un effort financier commun de Tesla et SpaceX, hein, le premier, puisque la nouvelle structure arrive, hein. Tout ça parce que tu comprends, TSMC il est bien gentil, il le remercie chaleureusement d'ailleurs, mais c'est quand même un petit joueur. Voilà. Parce qu'Elon il a des gros besoins. Oui, petite bite. Voilà. Et Elon il a de gros besoins, voilà, c'est tout. Là on parle pas de quelques millions de téléphones portables minables là, ou de consoles de jeux, mec, là c'est du sérieux. Le mec il va équiper des millions de robotaxis, des milliards de robots, des millions de serveurs dans l'espace. La production de Samsung, TSMC et Intel réunis, c'est du pipi de bébé belette. Tu sais ce que c'est ? Bah, quand les nôtres sont... Tu sais ce que c'est ? Quand les autres ils sont pas au niveau, bah il faut tout faire soi-même, quoi. Faut s'y coller. C'est tout. Ah oui, c'est ça, on a qu'à s'en prendre qu'à soi-même, oui. Enfin, qu'à faire tout soi-même. Alors Elon, il va investir 20 milliards de dollars dans une énorme usine hyper sophistiquée qui va produire à terme, tiens-toi bien, hein, 1 terawatt de puissance de calcul par an. Pour situer la chose actuellement, la production mondiale de puissance de calcul, c'est autour de 20 gigawatts. Donc la Terafab va produire 50 fois plus de puces que toutes les usines du monde réunies. Et voilà. Eh ben, ça fait quand même une sacrée performance. Alors, vous vous en doutez, hein, d'ailleurs, si on y réfléchit 2 secondes, évidemment, le plus gros de cette puissance de calcul, elle devra aller dans l'espace. C'est obligatoire, parce que si elle reste sur Terre, faudra l'alimenter en électricité, hein, cette puissance. Rapidement, on va pas en avoir assez de l'électricité sur Terre. Donc la Terafab va principalement produire des semi-conducteurs pour des serveurs spatiaux.
Donc c'est ambitieux quand même, hein. Voilà, c'est parce que ça, il va falloir l'envoyer aussi dans l'espace. Hein. Alors la Terrafab... On rappelle qu'on pourra fumer et bouffer dans l'usine en plus. Hein. Oui, ah bah, ça sans Il avait problème, dit ça. Hein. Fumer, apparemment, c'est une activité qui se prive pas de faire. La Terrafab devra produire initialement 2 types de puces. La première sera destinée à l'inférence terrestre, donc elle pourra aller dans des voitures, dans les robots, tout ça. Et le deuxième type, ce sera des puces durcies pour le milieu spatial. Elon prévoit des satellites qui embarqueraient 100 kW de puissance chacun. 100 kW de calcul, de puissance de calcul, ce qui de nos jours correspond à peu près à la puissance consommée par un rack de puces moderne, globalement. Donc ça fait déjà un beau satellite, hein, sachant qu'il faut bien entendu embarquer tout le nécessaire pour alimenter et protéger ce joli bébé. Hein. Donc il a indiqué que SpaceX allait travailler sur une nouvelle version du Starship qui pourrait emporter 200 tonnes dans l'espace. Starship qui n'est pas encore complètement au point déjà de base, mais bon. Passons. Au passage, oui. Et c'est là qu'il se prend peut-être lui-même les pieds dans le tapis, puisqu'il mentionne quand même 1 terawatt de puissance de calcul produite par an. Donc ça veut dire que, d'après ses propres calculs à lui, il faudrait lancer 10 millions de tonnes dans l'espace chaque année. Ça représente, du coup, 50 000 lancers par an, soit presque 137 lancements par jour. Bon, voilà, jugez vous-même, je ne veux pas commenter ça, le jugez vous-même. Pour couronner le tout, mais bon, c'est assez naturel finalement, hein, la Terrafab va fabriquer ça en fait des lancements. Directement des puces à 2 nanomètres, évidemment, parce que les robots de Musk, ils ont besoin des derniers process, c'est normal. Par quel miracle est-ce qu'un nouveau venu sur le secteur qui n'a jamais produit le moindre composant va réussir à produire directement des puces top niveau comme ça, avec un process qui est à peine au point chez la concurrence qui a des décennies d'expérience et d'ingénierie derrière elle, hein. Et tout ça avec un budget qui est dérisoire. Je veux dire, faut le dire. Parce que oui, quand tu produis des semi-conducteurs, 20 milliards de dollars, ce n'est pas une grosse somme. Du tout. Rien que TSMC a dépensé 56 milliards de dollars rien que l'année dernière. On parle de 1 terawatt de puissance de calcul, qui va aller à 80% dans l'espace, qu'il va falloir lancer dans l'espace. N'est-ce pas ? Un projet comme ça se chiffre pas en dizaines de milliards, ça se chiffre en milliers de milliards. Donc tu peux remettre ta petite culotte, Elon, hein, et surtout il faut arrêter la cocaïne. Parce que je sais pas comment tu vas financer ça et comment tu vas rentabiliser ça. Je vois pas très bien, mais bon. Et les problèmes des équipements, d'ailleurs, on en parle au fait aussi, parce que les machines de photolithograpie, et les grosses machines que typiquement produit ASML, ils sont produits quelques unités par an. Et ASML, il est déjà surbooké. Hein. Les machines de photographie aussi, il va les produire lui-même ? Bon. Musk mentionne, je cite, de la nouvelle physique, très intéressante, dont il est confiant que ça va marcher. Voilà. C'est juste une question de temps. Il dit, nous allons repousser les limites de la physique dans le calcul et faire des choses folles. Écoute, moi je demande que ça, hein. Vraiment, mais étonne-moi. Elon, étonne-moi. Je prends mes popcorn, 2 secondes, voilà, étonne-moi. Notez bien qu'il n'a pas donné de date de livraison pour sa magnifique usine d'ailleurs, hein. Mais bon, de toute façon, il vise le 2 nanomètres. Et c'est le process qui va commencer à être vendu cette année. Donc je suppose qu'il ne parle pas d'un truc dans 10 ans, tu vois, ni même dans 5 ans, parce que dans 3 ans, disons, le 2 nanomètres, il sera déjà plus d'actualité. Donc en gros, c'est un projet pour, je sais pas, 2-3 ans. Si dans 2 ans, il arrive à accomplir 1% de ce qu'il promet, ça sera, mais étourdissant, littéralement étourdissant. Ouais. Bon, je veux dire... ce serait remarquable, hein, mais même dans ce cas, quand tu enfumes les gens donc à 99%, est-ce qu'on n'est pas très 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 proche d'une arnaque au final ? Je me demande. Bon, d'ailleurs, au passage, Elon Musk vient d'être reconnu coupable d'avoir lésé les investisseurs avec les tweets qu'il avait fait quand il avait racheté Twitter, des tweets maladroits, on va dire. Il pourrait devoir rembourser plusieurs milliards de dollars, rien que pour ça d'ailleurs, mais bon. Voilà, la Terrafab, écoute, j'attends de voir, hein. Tu sais, j'imagine la scène chez TSMC. Je sais pas si tu vois ce mème où t'as des types en costard qui sont avec un verre de champagne à la main. Ils sont pétés de rire. Ils sont complètement explosés de rire. C'est un des mèmes qui me fait le plus rire. Et en fait, j'imagine les équipes internes chez TSMC, par exemple, quand ils prennent connaissance de ce projet. Et puis, ils attendent de voir, quoi. Écoute, on verra ce que ça donne. Allez, après tout, et s'il y arrive, franchement, moi, je pense que respect, quoi. Là, respect. S'il y arrive. En attendant, c'est le casse du siècle version 2026. Rien à voir avec le Louvre, il y a pas de cagoule. Mais il y a des GPU, des faux serveurs et, c'est assez étonnant, un sèche-cheveux, Guillaume. Ouais, c'est l'histoire de Willy, Wally et Steven, qui travaillent tous pour Supermicro. Et même Wally, d'ailleurs, il a un super poste, hein, il est vice-président senior du développement commercial quand même.
et cofondateur de la boîte. Supermicro, c'est un fabricant de serveurs professionnels. Il peut vous livrer un magnifique rack bourré de puces Nvidia hors de prix, si vous voulez. Enfin, si vous avez les moyens, surtout. Moi, je les ai pas. Par contre, en Chine, il y a pas mal de gens qui les ont et qui aimeraient bien avoir des serveurs super puissants, mais ils peuvent pas parce que les États-Unis interdisent l'export des puces des puces IA les plus puissantes vers la Chine. C'est dommage, ça. Il y a quand même un gros marché potentiel. Et puis bon, voilà, c'est que des grosses calculatrices finalement. Ouais, bon, donc tu veux une calculatrice, moi je vends des calculatrices, on peut s'arranger, écoute, voilà. C'est comme ça que Wally, avec ses deux potes, il a mis en place un système de contrebande de serveurs Nvidia qui était quand même bien rodé, qui passait par une société écran en Asie du Sud-Est et qui consistait globalement à faire passer des serveurs avec de fausses étiquettes, globalement, je ne sais pas si ça va avoir des cartons de frigo et puis des cartons de serveurs, puis ils ont changé les étiquettes, ça s'est passé comme ça, quoi. C'est clair. Et donc voilà, t'envoies un serveur étiqueté correctement vers la société là-bas. Puis t'as des petits mains qui utilisent effectivement des sèche-cheveux, c'est véridique, pour décoller les étiquettes et les foutre sur des trucs de frigo, voilà, puis après tu les expédies en Chine. C'est de l'artisanat, c'est une petite entreprise artisanale. C'est génial. Voilà, et c'est tout, et qui gagne sa vie honnêtement, non pas trop, mais en tout cas, elle a gagné bien sa vie, puisqu'ils ont fait 510 millions de dollars de chiffre d'affaires en seulement 3 semaines au printemps dernier, et au total, c'est presque 2,5 milliards de dollars de serveurs qui ont été vendus frauduleusement, donc c'est vraiment incroyable. C'est la meilleure contrebande possible, je pense, les serveurs Nvidia. Bon, ils se sont fait choper, Willy et Wally sont chez les flics, Steven est chaud en cavale pour le coup. Ils risquent quand même jusqu'à 30 ans de tôle, on peut aller jusqu'à dire que la direction de Supermicro n'est pas très contente. C'est une entreprise respectable, Supermicro, et avoir sur les bras une affaire de contrebande à 2,5 milliards organisée par les plus hauts cadres de l'entreprise, parce que Wally, c'est des pseudos, Wally en fait il s'appelle Li Shayan de son vrai nom, il est quand même cofondateur de la boîte le mec. D'ailleurs l'action Supermicro a perdu un tiers de sa valeur le jour de l'annonce de cet incident, depuis un léger rebond, mais on est toujours très loin du maximum du début du mois par exemple. Quelle affaire quand même, c'est rocambolesque et effectivement le sèche-cheveux comme ça aussi. Vous faites de la contrebande de diamants ou de drogue, mais arrêtez, prenez des GP, faites des GPU quoi. C'est clair, ça a l'air beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs, faites des GPU, et d'ailleurs, on va aller s'intéresser un petit peu à l'archétype de l'entreprise qui surfe sur le sujet. On revient un petit peu sur la GTC 2026, la conférence annuelle de Nvidia. On a déjà parlé du DLSS 5 la semaine dernière, et un petit peu aussi dans le dernier épisode. Et il est temps de parler de finalement tout le reste. Alors Guillaume, qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette GTC qu'on n'a pas abordé ? On a déjà évoqué dans l'épisode hebdomadaire de la semaine dernière les gros titres de la GTC qui intéressent, disons, le grand public. Le DLSS 5, évidemment, en tête, qui déchaîne toujours les passions. Mais le gros de la conférence de Jensen Huang, qui a quand même duré 2h30, c'était bien entendu focalisé sur les pros, le matos lourd, et l'architecture Vera Rubin en particulier. Il y avait aussi tout un passage sur les nouveaux routeurs optiques Spectrum X avec des liaisons photoniques, donc co-packagées. Des trucs qu'on a déjà évoqués, les transformateurs optiques électroniques sont intégrés directement sur les puces, au plus près des composants. Ça réduit beaucoup les latences et surtout la consommation. Ça fait. Alors, il faut voir qu'on dit ça comme ça, c'est comme si c'était accessoire. Bon, évidemment, c'est pas sur le devant de la scène forcément, mais de manière un peu plus discrète, Nvidia est en train aussi de construire un empire absolument monumental dans le réseau. Dans les composants réseau, parce que c'est le système nerveux d'un data center, c'est irremplaçable et il commence aussi là-dessus à devenir absolument incontournable, quoi. Bon, en fait, comme toujours, évidemment, c'est Vera Rubin qui a même le couple processeur-GPU qui était sur le devant de la scène et qui est toujours un écosystème, puisqu'il y a 7 puces différentes finalement qui sont prévues pour fonctionner ensemble, dont donc le GPU Rubin et le processeur Vera qui a 88 cœurs Olympus, et donc comme on l'avait déjà décrit, puisque c'est pas la première GTC qu'on décrit, il y a aussi donc les puces réseau Spectrum, les puces Bluefield, les DPU, ceux qui s'occupent de la gestion, du traitement des données à la volée, quoi, donc les DPU. Et il y a aussi une nouvelle venue cette année, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est les puces Groq. Les puces Groq, donc après l'acquisition de Groq dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps. Ces 7 puces servent à assembler 5 types de serveurs différents, en fait, donc 5 serveurs rackables. Donc vous avez ces serveurs de switch, par exemple, pour faire la connectivité, puis vous avez les serveurs Vera Rubin en standard, qui font donc les calculs IA, etc. Puis il y a aussi un nouveau venu qui est le serveur de calcul Groq, qui fait désormais partie de la famille.
Alors Vera Rubin peut être décliné selon les besoins, hein. Donc Vera Rubin c'est l'architecture qui vient après Grace Blackwell, hein, bien entendu, qui est le top du top actuel. Le système est plus puissant, il est mieux intégré aussi, il est aussi plus cher et plus consommateur d'énergie. Ce qui est intéressant avec Vera Rubin, c'est la manière dont Nvidia s'adapte au marché. Parce que le marché évolue, hein, évidemment, et l'explosion d'OpenClaw, et plus globalement de tout ce qui est agentique, hein, plus largement bien sûr, c'est une excellente affaire pour Nvidia, mais c'est quand même à double tranchant, parce que les systèmes agentiques, donc que ce soit OpenCode ou OpenClaw, hein, voilà, tout ça, ou Cloud Code, ce que vous voulez, ça démultiplie la consommation de tokens, ça démultiplie les besoins en inférence. La moindre tâche avec un agent peut consommer 30 à 40 000 tokens, et parfois bien plus. Un Cloud Code qui travaille tout seul pendant 2 heures peut consommer des millions de tokens. Donc c'est super pour Nvidia, enfin il faut quand même faire face à la demande, hein. Et de plus en plus, des solutions complètement dédiées et spécialisées pour l'inférence commencent à faire leur trou. On a déjà évoqué plusieurs, hein. Il y a Cerebras. On avait évoqué les solutions plus exotiques comme Thales par exemple, qui n'est pas encore vraiment sur le marché. On peut aussi parler de Samba Nova, et bien entendu il y a Groq. Il y a quelques mois, Nvidia avait d'ailleurs évoqué une solution maison qu'il avait appelée Rubin CPX à l'époque, qui consistait à utiliser de très gros pools de mémoire DDR5, qui est nettement moins cher, hein, qui permettait de séparer la phase de digestion du prompt et d'inférence. Parce que la digestion du prompt est limitée par la puissance de calcul, alors que la génération de tokens, proprement dite, de mots, elle est limitée par la bande passante mémoire. Donc la solution était taillée sur mesure pour les très longs contextes de plus d'1 million de tokens. Et bien on n'en a plus jamais entendu parler, voilà, de cette solution. Depuis cette quasi-acquisition, hein, de Groq à 20 milliards de dollars, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, on n'en a plus entendu parler, et là, à la GTC, Nvidia nous a présenté sa nouvelle solution hybride, qui nous montre concrètement l'utilisation de la propriété intellectuelle de Groq dans ses produits. Et du coup, exit, hein, CPX, à mon avis, c'est fini. Donc selon la tradition, la puce Rubin est appelée la R200, hein, puisque la puce Blackwell est appelée la B200, et on peut y adjoindre une puce Groq LP30, qui accélère qui accélère l'inférence, donc plutôt dans des cas spécifiques. Alors, les puces Groq et les GPU, c'est vraiment des puces qui sont très différentes, et elles ont aussi des usages très différents. La GPU, c'est un truc qui est complètement programmable, extrêmement flexible. Tu peux tout programmer et tout reprogrammer dynamiquement dessus, hein, et ça possède un très gros pool de mémoire qui est très rapide, hein, il y a 288 gigaoctets quand même de HBM4 à l'occurrence. Et à côté, la puce Groq 3, elle est beaucoup plus petite, elle fait 100 milliards de transistors, hein, contre plus de 300 pour le GPU, et sa puissance de calcul brut est aussi bien inférieure, et elle est complètement statique, c'est-à-dire qu'on va appliquer dessus un réseau de neurones particulier, et puis ça va pas bouger, jusqu'à ce qu'on change de réseau. Cette puce, elle possède aussi que très peu de mémoire, mais elle est ultra rapide, 500 mégaoctets par puce, donc effectivement il faut aligner beaucoup de puces, hein, mais chaque puce, disons, chaque unité a 500 mégaoctets, et cette mémoire, elle est ultra rapide, elle est plus de 10 fois plus rapide que la mémoire de Rubin. Donc en relatif, Rubin possède beaucoup de puissance de calcul, mais pas beaucoup de bande passante mémoire, alors que Groq possède peu de puissance de calcul, mais par contre elle n'a pas de problème de bande passante, elle est au large avec ça. Et donc ça va avoir deux usages très différents. Donc le GPU pourra faire de l'entraînement évidemment, ce que la puce Groq ne pourra pas faire évidemment, et ensuite pour l'inférence, ça va dépendre du scénario. Parce que quand on va avoir beaucoup de requêtes en simultané, tu vas pouvoir les batcher, donc les regrouper si tu veux, et donc utiliser plus efficacement la GPU. Par contre, quand il n'y a qu'un seul utilisateur ou que les batchs sont trop petits, là la bande passante va devenir un problème, ça va devenir un goulet d'étranglement, et donc tu vas passer sur les puces Groq pour aller beaucoup plus vite. L'idée générale, c'est que tu vas donc personnaliser ton rack, un peu comme tu veux, avec un certain nombre de serveurs Vera Rubin et de serveurs Groq qui vont discuter tous ensemble et qui vont s'adapter aux besoins, et ça à l'échelle du data center. Donc c'est donc une ressource matérielle extrêmement complémentaire avec ce que faisait Nvidia, raison pour laquelle ils ont acquis... voilà pourquoi pas acquis Groq, mais... Voilà pourquoi ils ont dépensé 20 milliards de dollars, quoi. Et donc ils ont absorbé et intégré à leur portfolio un concurrent potentiel avant qu'ils ne leur bouffent des parts de marché, quoi. Donc... voilà, c'est malin. Intel aurait pu faire pareil d'ailleurs, hein, puisqu'il était question qu'ils rachètent Samba Nova à un moment, mais finalement ça s'est pas fait. Et donc il reste Samba Nova sur le marché pour le coup, et puis il y a Cerebras aussi qui commence à avoir de plus en plus de succès. Alors, est-ce qu'AMD va se lancer et racheter un des deux ? Allez savoir. Quel suspense incroyable sur, en tout cas, l'inférence. Et on sent qu'effectivement, sur la partie matérielle, il y a vraiment de quoi différencier les technos. Mais on l'avait déjà parlé. On avait déjà parlé de Groq et à quel point ça accélérait les choses. Nvidia ne s'y est pas trompé. On continue. Et d'ailleurs, tu mentionnais un petit peu le sujet tout à l'heure avec Elon Musk, le projet délire des boîtes tech sur lequel tu mets d'ailleurs encore et toujours un peu des sérieux doutes. Hein, mais bon, on verra l'ambition de mettre plein de data centers sur orbite.
Oui, c'est une autre annonce qui a fait sensation à la GTC, c'est celle des déclinaisons spatiales de Vera Rubin, puisque Nvidia a officiellement annoncé un module qui s'appelle Space One, et qui est un serveur Vera Rubin, mais compact et conçu pour aller dans l'espace. Une annonce troublante, qui essaie évidemment de surfer sur la vague de la mode des data centers orbitaux, sans réellement apporter de réponse concrète aux problèmes que ça implique. Parce que Jensen Huang, il dit « on va aller dans l'espace », enfin il reconnaît aussi que c'est très difficile à réaliser, que pour le moment, ils ne savent pas encore exactement comment refroidir les puces, parce que elles chauffent beaucoup, ces puces. Alors déjà, la génération précédente, depuis cette génération d'ailleurs, il faut un système de water cooling intégré au data center. C'est loin d'être trivial, on en avait déjà parlé, déjà c'est pas trivial sur Terre. Dans l'espace, c'est encore beaucoup plus difficile, parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de convection, bien entendu, et puis il est hors de question d'utiliser de l'eau. Dans l'espace, selon que tu es au soleil ou à l'ombre, il y a des différences de température qui peuvent être extrêmes, donc comment tu déplaces la chaleur produite par les puces du côté frais ? C'est pas possible, mais c'est sans doute loin d'être évident, surtout quand on parle de dissiper entre 2 et 3 kW rien que pour la GPU. Rien que pour une GPU. Quant au rayonnement cosmique, Nvidia affirme avoir endurci Rubin dans les Space One, et avec un certain nombre de redondances, tout ça. Il y a eu des tests préliminaires avec des accélérateurs de particules. Après, on n'a aucune idée de la durée de vie réelle de ces composants en orbite, pour le coup. Pour le moment, c'est des annonces très préliminaires, si ce n'est prématurées. On sent qu'elles sont là pour exciter Wall Street, puisque tout le monde parle de data centers spatiaux. Il ne faut pas que le numéro 1 mondial du semi-conducteur soit en reste. D'ailleurs, quand je dis que tout le monde s'intéresse, sachez que Jeff Bezos vient de joindre officiellement le club, puisque Blue Origin vient de demander la permission de lancer un réseau de plus de 50 000 satellites qui agirait comme un data center orbital. Ça s'appelle le Project Sunrise. On a assez peu de détails précis, si ce n'est qu'il va s'appuyer sur une autre constellation pour sa connectivité qui s'appelle TerraWave. TerraWave étant la déclinaison premium et haut débit de son Internet par satellite. Il y a, c'est pas les seuls, bien entendu, Blue Origin et SpaceX. Il y a aussi la startup StarCloud qui avait elle-même fait la demande de lancer 60 000 appareils. Et SpaceX, lui, toujours dans la modestie, il a demandé un permis pour 1 million de satellites. Voilà. Sachant qu'on n'a aucune date pour tout ça, et que ça concerne probablement plutôt les années 30, une décennie qui va être vraiment très intéressante, décidément. Alors justement, est-ce que ça impressionne Wall Street, tout ça ? Eh oui, quel est le retour ? Parce que je pense qu'avec des annonces pareilles, ça doit être incroyable. Ça doit être pharaonique. Non, justement, pas tellement. Globalement, sur un mois, l'action est plutôt à la baisse. L'action Nvidia est plutôt à la baisse. Et la GTC n'a rien fait pour y remédier. On ne parle pas d'une chute massive, mais on est quand même passé de presque $200 fin février à 175 aujourd'hui. Il n'y a donc eu aucun regain d'excitation suite à la GTC. Pourtant, Jensen, il a sorti les gros chiffres. Pour lui, le marché de l'IA représente 35 000 milliards de dollars, et enfin de l'IA agentique en particulier, c'est 35 000 milliards de dollars, et celui de la robotique, ce serait 50 000 milliards de dollars. Et l'entreprise elle-même s'attend encore à avoir 1000 milliards de dollars de recettes d'ici 2027. Et effectivement, d'ailleurs, si on additionne un petit peu tous les projets de toutes les grosses boîtes actuellement, on arrive à peu près à ça, quoi. Donc c'est 1000 milliards de recettes. Alors comment se fait-il que Wall Street soit pas en train de se faire pipi dessus de joie ? C'est l'incertitude. Ah, mince. Les boursiers, cette fâcheuse incertitude. Moi j'aime pas ça non plus. Il y a effectivement la crainte d'une bulle, et puis il y a une incertitude aussi liée au contexte géopolitique global, qui est certainement là aussi, mais c'est plus profond que ça, probablement. Il y a un sentiment que l'IA est tellement transformative qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, en fait. C'est comme on l'avait déjà évoqué, que l'IA échoue à être à la hauteur des attentes des investisseurs, ou qu'au contraire, ils réussissent de manière éclatante, dans tous les cas, il va y avoir une crise. Parce que, si la bulle éclate, ok, c'est une crise financière, et ça sera majeur, puisque l'économie américaine entière tourne autour de Nvidia, et des GAFAM en ce moment. Mais que la bulle éclate ou pas, ou qu'elle éclate pas exactement comme on croit, et de toute façon, on sent que l'IA peut avoir un impact énorme sur le marché du travail, sur le prix des services, sur le prix du travail, sur le prix des services, et qu'elle peut révolutionner toute la chaîne de valeur en réalité. Et du coup, si la chaîne de valeur est révolutionnée, tu investis dans quoi ? Tu sais pas. Donc en gros, on sait pas si on va gagner autant de fric que prévu. On ne sait pas dans quel secteur, on ne sait pas quel secteur de l'économie va se faire laminer ou pas. On ne sait pas comment la société va réagir à tout ça. On ne sait pas comment se préparer aux changements qui viennent et dont on a l'intuition qu'ils vont être importants. Et donc on angoisse. C'est tout. Alors, on angoisse. Nvidia, lui, il n'angoisse pas. Nvidia, il pèse 4000 milliards de dollars. Il a un trésor de guerre. Et puis, il a plus d'un atout dans sa manche.
On ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais Nvidia, ils veulent qu'on sache qui, ils veulent qu'on sache que c'est eux qui seront là. Le problème, c'est que pour l'instant, ça n'a pas encore convaincu tout le monde, quoi. Une autre petite prouesse quand même de Nvidia sur le plan technique, passer de 10 watts à 5 milliwatts, 200 fois moins pour le coup, pour un truc qui est pas évident à la base, ça demande de l'énergie, de reconnaître un visage. Nvidia vient peut-être de rendre la vision toujours active, presque gratuite quoi, enfin hyper économe, c'est ça ? Et oui, c'est encore un truc Nvidia qui est passé un petit peu inaperçu, c'était en marge de la GTC, hein, c'est une performance en matière de vision par ordinateur qu'on doit à Ben Keller, et qui est aussi impressionnante sur le plan technique, elle est inquiétante sur le plan sociétal. Hein. Tu l'as décrit, c'est simple, c'est un système qui détecte les visages humains en moins d'1 milliseconde. Et le fait qu'il soit aussi rapide implique d'ailleurs qu'il consomme aussi extrêmement peu d'énergie, donc 5 milliwatts, alors qu'en général c'est vrai qu'une caméra à 60 images par seconde avec le système de reconnaissance et tout, c'est une petite dizaine de watts, de l'ordre quoi, de dizaine de watts. Alors ça reste très simple, hein. Attention, c'est pas une reconnaissance faciale, c'est juste déterminer c'est pas un Face si ID, dans une image il y a la tête de quelqu'un ou pas, c'est tout. Et donc il y a un système sur puce qui est capable de déterminer ça avec 99% de taux de réussite en 787 microsecondes. Algorithme de deep learning compris. Hein. Tous les composants du système sont pratiquement éteints tout le temps, en particulier la mémoire, donc voilà, et puis ils font le boulot le plus vite possible, et c'est très très vite, et puis après ils retournent au dodo, donc ils font beaucoup de dodo, et donc ils consomment pas beaucoup. Donc c'est super impressionnant. Ça ouvre la possibilité d'avoir des capteurs intelligents actifs en permanence. Hein. Voilà, oui, c'est vrai, ton téléphone pourrait regarder s'il voit une tête en permanence. Hein. Puis s'il voit la tienne s'ouvrir automatiquement. Parce que pour l'instant, c'est un réseau neuronal très simple qui reconnaît la présence du visage. Évidemment, ça pourrait être des modèles qui fassent d'autres trucs. Et puis, qui pourraient être plus complexes aussi à l'avenir. Donc vous voyez où je veux en venir, cette innovation. Ça ouvre aussi la voie à une surveillance diffuse, perpétuelle et omniprésente, et ça consomme tellement peu qu'on peut alimenter ces capteurs avec un micro-panneau solaire et avoir des systèmes totalement autonomes absolument partout. Donc c'est à la fois très impressionnant et aussi assez flippant. C'est pas rassurant du tout, je trouve. Mais la prouesse sur le plan technologique, elle est quand même bluffante, hein, mine de rien. Ça continue pour la crise de la RAM. Guillaume, c'est quoi donne-nous des nouvelles du front de la crise de la RAM. Oui, c'est Sanjay Mehrotra, qui est le PDG de Micron Technology. Et son dernier commentaire, il est terrifiant lui aussi. Hein. À la base, il annonçait les résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026 de son entreprise. Et bon, comme on peut s'en douter, ça roule très bien. Hein. On triple le chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2025 et on a atteint un bénéfice net de presque 14 milliards de dollars, pas de dinars, de dollars, pas loin de 10 fois celui de 2025 quand même. Donc, sans aucune surprise, c'est justifié par la demande complètement folle de mémoire par tous les secteurs de l'IA. Et surtout, il est content parce qu'il s'attend à ce que ça se calme pas du tout, en fait. Parce que dans l'avenir, si on en croit Jensen Huang et compagnie, tout le monde, les intelligences artificielles vont avoir un physique. Un beau physique même, puisqu'elles vont aller dans des voitures racées ou dans des robots sexy. Et on va mettre des IA partout dans ces nouvelles machines, qui seront autant de nouveaux débouchés pour les puces de Nvidia et les puces de RAM de Micron, bien sûr. Donc, il est content, mais en plus, il s'attend à ce qu'il en faille vraiment beaucoup de mémoire. Et c'est vrai qu'on peut imaginer qu'un modèle d'IA de robot, ça peut être quand même assez costaud, quoi. Alors, on ne connaît pas précisément la taille des modèles actuels qui sont dans les labos de chez Google, donc les VLA par exemple, dont on a parlé plusieurs fois, on ne sait pas exactement quelle taille ils font. On sait qu'ils sont dérivés de Gemini, qui est lui-même pas tout petit, hein, donc on voit... en gros, on n'imagine pas bien comment une voiture autonome pourrait rouler efficacement avec 16 Go de RAM, hein, de toute façon. Et en fait, Sanjay, il s'attend à ce que le moindre robot ou la moindre voiture ait besoin de 300 gigaoctets de mémoire. Dans un futur proche. 300 gigas. Et le pire de tout, c'est que c'est pas vraiment déconnant. Hein. Si on regarde la taille du plus gros modèle de langage open source actuellement, ça fait plus de 1000 milliards de paramètres. Hein. Donc compressé, ça fait plusieurs téraoctets. Même si on imagine qu'on arrive à optimiser ça dans le futur et que surtout on utilisera des IA plus spécialisées, le chiffre de 300 gigaoctets paraît pas si exagéré que ça. Regardez le DGX Spark, vendu par Nvidia comme une station de travail pour faire tourner des intelligences artificielles en local, elle a 128 gigaoctets de mémoire. Donc l'ordre de grandeur de la centaine de gigas me paraît plutôt crédible, hein, surtout d'ici 5 ans, quoi. Hein. Donc, évidemment, c'est pas fait pour rassurer les joueurs PC, hein, qui pleurent actuellement des larmes de sang en voyant le prix des composants. Évidemment. Tu m'étonnes. Ouais, c'est vrai que ça va pas s'arranger et ça va être très long, probablement.
On termine cet épisode de Tech Café avec ton chouchou, Guillaume. Et non, ce n'est pas Risque 5 parce que tu n'as pas qu'un chouchou, mais Firefox qui évolue, hein, qui continue à évoluer. Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de Firefox, il va bientôt intégrer un VPN. C'est cool. Bon, c'est peut-être aussi un signe de désespoir. Hein, je veux dire, quand tu dégaines le porn mode, c'est que c'est peut-être pas très fort. Ça va pas très fort. D'ailleurs, Opera, autre outsider, propose un VPN depuis longtemps. Alors oui, ok, c'est pas forcément que pour le porno, bien entendu, mais quand même, on sait très bien à quoi ça va servir souvent, puisque le service arrive aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, et on sait que dans ces pays... en Allemagne, je sais pas, mais en tout cas en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, c'est le cas. Hein. Eh bien, Pornhub est bloqué. Enfin, en tout cas, disons, il s'auto-bloque parce que voilà, il faut vous connaissez l'histoire, il s'auto-bloque parce qu'il faut la vérification d'âge, tout ça. Donc bon, c'est un hasard opportun d'ailleurs. Hein. Parce qu'effectivement, ça pourrait contribuer à renouveler l'intérêt pour ce navigateur injustement négligé. Alors, il y a quand même des limitations, c'est gratuit, mais c'est plafonné à 50 gigaoctets par mois. Il va y avoir aussi, bien entendu, une offre payante. Hein, donc, si vous voulez plus, il faut regarder vos vidéos de boule en HD. Il va falloir payer un petit peu. Bon, j'ai l'air de beaucoup insister sur le porno, mais en fait, c'est aussi une inquiétude. Parce que, de plus en plus, un peu partout, les pouvoirs publics commencent à se rendre compte que les VPN ne sont pas une solution... sont une solution qui ne sert pas que pour les lanceurs d'alerte, quoi, hein, mais que c'est aussi une solution facile pour contourner le blocage des sites porno. Ou plus techniquement de la vérification de l'âge sur le site porno. Donc il commence à se murmurer que les VPN pourraient être la prochaine cible. On en avait parlé, et ça commence à bruisser. Donc ça serait catastrophique, de mon point de vue, mais c'est pas exclu. Et une interdiction des VPN, ça sera aussi une interdiction des navigateurs qui intègrent un VPN. Bon, peut-être que je suis juste paranoïaque, mais en attendant, c'est quand même plutôt cool, hein, et puis je vous encourage à essayer Firefox. Effectivement, c'est peut-être l'occasion du coup. Il va bientôt changer le logo, toutes les occasions sont bonnes. Ah ouais, je savais pas ça, je croyais qu'il était vraiment figé. D'accord, on le voit pour une créature plus ou moins... Parce que Firefox, est-ce que c'est un renard ? Est-ce que c'est un... est-ce que c'est un pandarou ? Est-ce que c'est un renard ? Est-ce que globalement, la nouvelle mascotte, ça sera un petit peu tout ça à la fois, quoi, j'ai l'impression. Ah d'accord, ok. Mais on l'a vu, on sait à quoi ça ressemble j'ai vu un truc, je crois que c'est ça. J'ai vu un truc assez cartoon, je crois que c'est ça. Ah oui, d'accord, je vois, c'est Kit. Ah oui, d'accord, ok. Attends, je vais le montrer en vidéo pour les personnes qui regardent en vidéo. C'est tout choupinou, effectivement. C'est beaucoup moins sérieux, hein. Ouais, c'est choupinou. Il est beaucoup plus mignon parce qu'au moins on voit sa tronche et on voit pas une boule de feu qui entoure la Terre. Mais je suis pas certain qu'on reconnaisse bien l'identité de Firefox. C'est osé, c'est transformatif. C'est plus osé que le VPN, je trouve, pour le coup, tu vois. Merci beaucoup. Je vous enverrai le logo dans la newsletter de cette semaine, le nouveau logo de Firefox. Comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous l'aurez dans le mail. Pour vous inscrire, c'est patreon.com/techcafé. Je vous ai dit déjà, j'aurai aussi dans cette newsletter le lien vers le projet que j'ai développé, sur lequel n'hésitez pas à me faire des retours. C'est pour auto-héberger quelque chose chez vous, un petit service comme ça entre amis. Et puis vous retrouvez évidemment l'intégralité de la veille si vous êtes abonné payant sur patreon.com/techcafé. Guillaume, où on te retrouve ? Moi, on va me retrouver dans un cache express ou un truc comme ça, hein, puisque là tu m'as filé envie de chercher les DVD de Lost pour revoir les premières saisons, pour voir à quel point ça a vieilli ou pas. Mais que les premières saisons, après c'est vrai que ça prend un couille, mais bon, pourquoi pas. Ouais. En fait, j'aimerais bien, pour le coup, aller plus loin que le premier épisode et au moins regarder la première saison avec mon fils, ou 2-3 premières saisons grand max, je sais plus combien il y en avait, mais j'avais adoré. Et revoir le premier épisode avec mon fils, c'était fou, c'est incroyable, mais ça donne envie de voir la suite. J'ai vraiment des souvenirs. C'est pour moi le début un peu des séries que j'ai suivies comme ça. Il y avait Prison Break, la série qui a inventé le flash forward, le flashback et le flash forward. Ouais, exactement, le mélange des deux. Ouais, c'était chelou sur l'explication de fond, mais voilà. Bon, écoutez, et si vous connaissez pas Lost, franchement, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Il est dispo assez facilement. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode. Vous me retrouvez principalement maintenant chaque vendredi matin de 10h à midi en live sur YouTube et Twitch. Vous êtes fidèles au poste et on passe toujours d'excellents moments à parler soit de projets, soit de veille tech, ou même parfois un peu de jeux vidéo. Alors, je me suis frotté
joué à Cobra, là, le jeu de plateforme du dessin animé, il y a de ça 2 semaines. Il est extrêmement dur, mais il est très très plaisant à jouer. J'ai très envie de continuer. Il n'est pas impossible non plus que je fasse des sessions de Helldivers 2 que j'avais testé aussi il y a quelques jours. J'ai passé une soirée de franche rigolade avec des copains à jouer à Helldivers 2. C'est assez génial. Bref, ça c'est en live. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne YouTube pour retrouver tout Tech Café et puis aussi d'autres vidéos qui sont diffusées régulièrement, allez-y immédiatement, abonnez-vous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.